Bien, nous sommes là pour essayer de comprendre comment choisir son traitement de la dermatite atopique. Alors, d'abord, petite question, qui parmi vous a déjà essayé autre chose que l'oclacitinib? Donc, ilunocitinib ou atimicitinib? Parmi les deux nouveaux? Oui, il y en a déjà pas mal. Alors, question, cette fois-ci avec les petites boules. Est-ce que vous savez choisir entre ces différentes molécules? Donc aujourd'hui, notre dilemme, c'est ça, c'est de savoir choisir entre tout ça. C'est un problème de riche, quelque part, parce qu'il y a quelques années, on n'avait rien du tout. Donc on se demandait comment on allait traiter nos chiens atopiques, et puis comment on allait faire pour essayer d'utiliser les corticoïdes, en gros. Moi, j'ai démarré, la cyclosporine, on ne l'avait même pas en médecine vétérinaire, on allait la prescrire en pharmacie. Donc c'était pas ça, notre problématique, évidemment. Donc qui sait choisir entre tout ça? Il y en a quelques-uns qui osent, qui osent dire pas moi. C'est pour ça que vous êtes là. Qui sait facilement choisir entre tout ça? Et là, pas moi, je peux vous le dire. Moi, j'aurais levé la verte. J'en ai pas des boules, moi. Moi, je ne sais pas, et c'est une question qu'on se pose à chaque consultation. Donc ça tombe bien, on est là pour en parler. Alors on en parle parce qu'il y a des nouveautés dans l'actualité thérapeutique. Effectivement, les laboratoires nous font ces cadeaux de nous faire ces choix. Mais dans nos pratiques, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai la sensation qu'on a de plus en plus de chiens atopiques en consultation. La dermatite atopique, c'est une maladie qui explose aussi en médecine humaine. Et si je vous montre cette étude qui est relativement récente, qui nous montre la prévalence de l'atopie en médecine humaine, eh bien on a des prévalences qui vont jusqu'à 15-20% de la population en fonction des gens qui sont étudiés. Et puis ici, donc c'est pas les animaux atopiques qui sont étudiés, c'est l'exposition aux animaux de ferme. Donc vous êtes atopique plus ou moins en fonction de si vous êtes très très exposé aux animaux de ferme, donc si vous vivez à la campagne, vous avez moins de risques d'être atopique par rapport à si vous vivez en milieu urbain. Et puis il y a le chat quand même qui nous embête beaucoup dans cette maladie-là, qui arrive quand même là. Et donc vous avez une prévalence qui peut aller jusqu'à 30% de la population. Donc quand vous êtes dans des populations urbaines, donc typiquement en Paris, en région parisienne. Donc vous voyez qu'en médecine humaine, c'est très bien démontré. Et en médecine vétérinaire, on a du mal à faire avoir des données de prévalence qui soient très nettes. Mais on a quand même ce sentiment qu'on a de plus en plus de chiens atopiques. Alors pour traiter un chien atopique, la première question qu'il faut se poser, c'est ce chien qu'on a en consultation, est-il atopique, oui ou non, selon vous? Comme ça, je ne vous demande pas de justifier. On ne sait pas. Il se gratte. Il se gratte la face. Ah, on a des révolutionnaires dans la salle qui veulent des éléments supplémentaires pour pouvoir répondre, mais vous avez raison. Vous avez raison. Il se gratte la face, il se gratte les pattes. Il a quel âge? Il a 2 ans. La race, est-ce qu'on sait ce que c'est, ça? Il est traité, c'est ma femme qui s'en occupe. Bah oui. Attendez, je vais appeler. Non, n'appelez pas. Bon, il est traité, on n'a qu'à dire qu'il est traité. Il mange des croquettes sans céréales, bien entendu. Il mord des oreilles de cochon, des sabots de quelque chose, des coups d'autre chose. Enfin voilà, il a tout ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il faut. Il est quand même sûrement atopique. Je suis d'accord avec vous, il a la bonne race, il a le bon âge. Il a effectivement les commémoratifs qui ressemblent. Et puis, c'est vrai que si on l'examine, on va retrouver les lésions classiques de la dermatite atopique. Ça, c'est une silhouette qu'on connaît bien du chien atopique classique. Vous voyez en rouge les lésions qui sont les plus fréquentes, les zones qui sont les plus fréquemment atteintes. Typiquement, le chien atopique a une otite érythémateuse d'ailleurs, ça commence par une otite érythémateuse qui va toucher la face interne des pavillons auriculaires et les conduits auriculaires. Le chien atopique classique va avoir une blépharite, une chélite, donc une inflammation des lèvres, une atteinte des grands plis, ce qu'on appelle les grands plis, c'est les plis axillaires, les plis inguinaux, mais aussi des espaces interdigités. Bref, la dermatite atopique, c'est une maladie des plis, globalement, que ce soit les petits plis, les grands plis. Et donc vous voyez ici, on a des cas qui sont plus ou moins avancés, ici avec un animal dont on va reparler plus tard, qui a une forme un peu particulière avec une lichenification quasiment complète de tout le corps.
de l'érythème de la face ventrale du cou. Vous voyez que ça ne fait pas partie forcément des zones les plus fréquemment atteintes, mais enfin c'est quand même souvent qu'on les rencontre. Ici de l'érythème des grands plis, une atteinte des flancs, là toute la face ventrale du corps, les plis des coudes, les plis des tarses, et puis encore une fois la face ventrale du cou. Ces chiens-là, très classiquement, donc, sont atopiques. Et alors dans cette étude-là, qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, janvier 2025, c'est tout récent, on a peut-être enfin quelque chose qui nous montre à quel point la dermatite atopique est fréquente et augmente dans nos consultations. Ici, dans cette étude-là, ils ont une prévalence qui va jusqu'à presque 60% des cas de chiens présentés en consultation pour une dermatose prurigineuse qui sont atopiques. C'est-à-dire que quand vous avez un chien qui vient en consultation pour une dermatose prurigineuse, pour du prurite, il a 60% de chances d'être atopique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une cohorte de chiens qui a été sélectionnée non seulement dans des consultations de deuxième ligne, mais aussi dans des consultations de première ligne. Et donc, moi quand je dis je vois que ça, des atopiques toute la journée, on me dit ouais mais toi c'est normal, tu as un biais de sélection. Mais non en fait, c'est dans la population même générale, on peut avoir jusqu'à 60% des cas. Et alors cette étude n'est pas parfaite parce qu'il ne nous donne pas les critères de sélection. Est-ce que ce sont les critères dont on vient de parler juste avant qui ont été choisis pour diagnostiquer nos chiens atopiques ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il que dans la vraie vie, on a aussi des cas un petit peu atypiques qui sortent de ces guidelines habituels, avec des chiens qui font que des otites à répétition par exemple, et qui font que ça, qui n'ont rien d'autre ailleurs, rien. Vous avez des chiens qui n'ont que un prurite des flancs, alors on va souvent les mettre dans une case comportementale, ceux-là. Mais en fait non, ils sont atopiques. Pareil pour la dermatite de léchage, ça peut être comportemental, bien entendu, ça l'est même souvent, mais ça peut être une forme de dermatite atopique atypique. On parle des latanes des espaces interdigités, on l'a dit à l'instant, mais on peut avoir que des membres postérieurs par exemple, qui sont atteints. C'est pas classique du tout, et pourtant c'est des choses qu'on voit régulièrement. Une anite, bien entendu. La dermatite pyotraumatique, c'est les fameux hotspots qui peuvent être, lorsqu'ils sont récidivants et qu'ils vont toucher plusieurs zones du corps, l'un à la suite des autres, on peut avoir des signes de dermatite atopique. Ici, vous voyez ce chien qui a un pelage mité. On a une pyodermite bactérienne, une folliculite bactérienne tronculaire. Je vous ai montré que la face postérieure des cuisses, mais enfin c'était tout son tronc, était en fait un signe de dermatite atopique. Et puis de façon plus subtile, vous voyez sur petit cavalier King Charles, qui a un squamosis dorsal, qui reflète une xérose cutanée, et c'est tout. Il n'a rien d'autre comme signe, et pourtant il est atopique. La xérose cutanée, la sécheresse cutanée, est un signe à aller chercher lorsque l'on veut diagnostiquer une dermatite atopique ou qu'on veut être mis sur la voie. Alors vous voyez que quand on rajoute tous ces cas atypiques aux cas plus classiques décrits précédemment, eh bien en réalité, on est sans doute au-dessus des 60% qui sont décrits dans notre étude. Alors attention, c'est pas parce qu'on dit ça que tous les chiens qui se grattent sont forcément systématiquement atopiques. On est toujours atopique, en gros, quand on se gratte, sauf quand on a une gale sarcoptique. C'est le gros diagnostic différentiel de notre dermatite atopique, parce qu'on a des zones qui sont concernées qui ressemblent beaucoup à la dermatite atopique. C'est les oreilles, oui, mais c'est pas les mêmes zones. C'est les bords libres des pavillons auriculaires, vous voyez avec ce fameux oreillon, là, la zone de Henry se replie au niveau du bord libre des pavillons auriculaires. C'est les pattes aussi, mais c'est la pointe des coudes ou la pointe des jarrets, et pas les grands plis, pas les plis des coudes et pas les plis axillaires. Lorsque les animaux vont se gratter, les pattes en général, qui sont sarcoptiques, ils sont galeux, ils ne se grattent pas les doigts, comme le chien atopique. Seulement voilà, on a des cas de gale sarcoptique atypiques, avec par exemple ce chien-là qui était présenté pour cette dermatite pyotraumatique et qui en réalité était galeux. On aurait pu le voir si je vous avais montré une photo en plus proche des pavillons auriculaires. Vous avez aussi des chiens galeux qui vont présenter qu'un prurite podal. Bon, je viens de dire que la gale, ça faisait pas un prurite podal, mais on a des cas atypiques qui se présentent comme ça quand même. Donc il faut toujours y penser. Il faut toujours y penser aussi parce qu'on peut se gratter pour autre chose, c'est pour le lymphome cutané. Vous voyez ici, sur ce chien-là, on a des lésions de la face ventrale du cou dont on a parlé tout à l'heure, qui est un signe très évocateur de dermatite atopique. On voit que l'érythème est beaucoup plus franc, beaucoup plus soutenu. On a un squamosis aussi qui est associé, avec des squames beaucoup plus larges. On parle d'érythrodermie exfoliative. C'est le terme consacré pour décrire ces lésions de lymphome cutané épithéliotrope. Et puis sur ce chien, sur ce caniche, on a des lésions qui ressemblent à ça, mais qui sont
plus suintantes parce qu'elles sont surinfectées et qui vont toucher les plis axillaires, les plis inguinaux, la face interne des pavillons auriculaires, vous voyez, de façon un petit peu différente par rapport à un atopique classique. Et puis on a aussi un squamosis dorsal. C'est un lymphome, il n'est pas du tout atopique. Et ces deux chiens étaient pourtant référés pour dermatite atopique réfractaire à des traitements en cours. Quand on se gratte, on est forcément atopique, sauf qu'on peut avoir une pyodermite bactérienne secondaire à plein d'autres choses, et que ça gratte, et que ça peut ressembler encore à une dermatite atopique. Ici, une atteinte de la face ventrale du corps, des grands plis, une atteinte aussi des flancs, dont on pourrait considérer qu'elle est secondaire au prurite. Mais en fait, ici, il s'agissait d'un chien atopique. Et pour ceux qui ont fait Alfort, vous reconnaissez peut-être les vieux bâtiments Drieux. Moi, je suis vieille. Ici, vous avez un animal aussi qui présente un prurite facial, des oreilles, des flancs, des pattes. C'est classique de la dermatite atopique, ça. Hein. Et pourtant, il s'agissait d'une dermatose répondant au zinc, surinfectée. Donc, quand on se gratte, on est probablement atopique, mais enfin, quand même, il faut se méfier. Donc, on revient à notre question. Ce chien est-il atopique? Je suis d'accord avec toutes les questions que vous avez posées, toutes les restrictions que vous avez vous-même mises, et il faut effectivement répondre à ces questions comme vous l'avez dit, et se rappeler que la dermatite atopique est avant tout un diagnostic d'exclusion. On va traiter les surinfections bactériennes, on va exclure la gale sarcoptique, et toujours se méfier de penser au lymphome cutané qui peut toucher des jeunes chiens. Donc on a non seulement des atopiques qui peuvent déclarer leur dermatite atopique plus tardivement que ce qui est dit dans les livres. Donc on peut avoir des atopiques qui déclarent leurs premiers symptômes à 3, 4, 5 ans, 6 ans, pourquoi pas, même plus tard. En fait, probablement qu'ils avaient déjà des symptômes beaucoup plus jeunes, mais qu'on passait à côté. C'était un érythème interdigité modéré ou le squamosis, le fameux xérose cutané. Et des symptômes relativement modestes à côté desquels on est passé, et puis on a une explosion des symptômes plus tardivement. Donc non seulement ça peut nous tromper, mais aussi parce que les lymphomes sont décrits à partir de l'âge de 2 ans, lymphome cutané épithéliotrope. Donc quand vous superposez les deux courbes, eh bien, on peut se retrouver avec des âges communs, que ce soit pour la dermatite atopique comme pour le lymphome épithéliotrope. Deuxième question à se poser, une fois qu'on se dit qu'il est atopique, celui-là, quel est son phénotype atopique? Parce que tous les atopiques ne sont pas atopiques pareils. Dans cette publication, vous avez notre fameuse silhouette qui a été reprise en fonction des races. Et donc vous voyez que les races ne sont pas atteintes de la même façon. Le boxer, on a une présentation surtout faciale et podale. Bon, le Sharpei, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est tout. Bon. Et puis vous voyez qu'en fait, on a, donc plus c'est rouge, plus c'est fréquemment atteint. Mais on peut aussi avoir, donc les zones les moins atteintes, c'est du bleu clair. On est entre 0 et 20%. Ça ne veut pas dire 0. Donc même les chiens qui sont très bleus, ils peuvent avoir des lésions presque généralisées. Donc ce phénotype change. Alors vous savez qu'il y a la génétique, donc ça c'est l'expression de nos gènes. Et puis le phénotype, c'est l'expression physique que l'on voit, les expressions que l'on voit de notre génotype influencé par notre environnement. Et puis cette dermatite, elle est surtout évolutive, elle n'est pas stable du tout dans le temps, elle évolue. Et donc vous avez des lésions qui sont érythémateuses ou qui peuvent être très modérées. Vous voyez ici, on a de l'érythème avec une discoloration pilaire, donc encore une fois des grands plis. Et puis on a une atteinte ombilicale. Vous savez ce que ça veut dire quand on a une atteinte ombilicale comme ça? Ça veut dire un truc en particulier. Parce que les atopiques, ils font les grands plis. Donc lui, il est atopique, c'est clair. Mais il a ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça a été décrit aussi. Ça veut dire qu'il a des puces. Quand on a une pulicose, pas forcément une dermatite par hypersensibilité aux piqûres de parasites, mais juste une pulicose, on va avoir tendance à se gratter au niveau de l'ombilic. Ça c'est très bien décrit. Donc ce chien-là, il est atopique et il fait sa poussée parce qu'il a eu des puces. C'est chouette, on le voit comme ça. Et puis à force d'évolution, ces chiens-là érythémateux peuvent aller vers ce qu'on appelle de la lichénification. La lichénification, c'est un triptyque lésionnel qui regroupe l'alopécie, qui est secondaire au prurite, l'épaississement cutané et l'hyperpigmentation. Et tout ça, on passe de l'un à l'autre à force de récidive et de poussée. La dermatite atopique, c'est une maladie, je vous le disais, qui n'est pas linéaire. On n'est pas atopique pareil tout le temps. On va être atopique par poussée, et ces poussées vont se succéder les unes aux autres et être entrecoupées de périodes de rémission, plus ou moins fréquentes, plus ou moins longues. Et les poussées vont être plus ou moins intenses en fonction des animaux, de la période, de la pression allergénique aussi, du stress qui joue aussi beaucoup, etc. etc. Donc ces poussées-là, il va falloir essayer de les déterminer. Le rythme de poussée de chaque animal, on va essayer de les déterminer pour adapter notre traitement. Et puis cette évolution aussi entre les zones érythémateuses et puis les zones lichénifiées,
sont aussi liées à la pathogénie de la dermatite atopique. Alors je ne veux pas vous perdre, donc on va aller très vite, je vous rassure, on ne va pas voir ça en détail, mais quand même juste pour comprendre ce qui se passe dans la peau. La dermatite atopique est une maladie qui évolue en 3 phases. La première phase, c'est celle-ci, c'est une phase de sensibilisation. Vous avez la peau qui est ici, et puis ici vous avez les vaisseaux sanguins qui sont dans le derme. Donc vous avez votre peau qui est là et qui présente un défaut de barrière cutanée. C'est quelque chose qui est très classique chez l'animal, même chez l'être humain atopique. On a des défauts de barrière cutanée. Il y a des atopiques dans la salle? Ah, on n'est que 2? Non, voilà. On est au moins 10%, on est 10% hein, normalement, hein, à peu près. Hein. Donc on a des défauts de barrière cutanée, nos autres pauvres atopiques, on a la peau sèche et on a la peau qui tire. Bon. Et donc cette fragilité de barrière cutanée fait que les allergènes environnementaux vont avoir tendance à traverser la peau plus facilement que sur un animal sain. Donc nos allergènes vont pénétrer au niveau de la peau et vont aller stimuler, sensibiliser le système immunitaire qui va attirer des cellules inflammatoires dans la peau. Il y a une vasodilatation, on a de l'érythème. Alors j'attire votre attention sur les allergènes en question. Donc ça c'est un schéma qui est issu de médecine humaine. Et donc les allergènes, c'est les aéroallergènes, donc les pollens, les acariens. Et puis aussi, bon, c'est de l'humaine, donc on a Staph aureus, mais chez nous il faudrait remplacer pour mettre Staph pseudo-intermedius, n'est-ce pas? Et donc vous avez non seulement les allergènes, les aéroallergènes, mais aussi la flore microbienne cutanée qui va contribuer à la sensibilisation cutanée et à la mise en place de notre pathogénie immunitaire, de notre dermatite atopique. On a donc de l'érythème puisqu'on a vasodilatation, ça c'est extrêmement rapide. Deuxième phase, une phase qui est dite phase aiguë, qui se développe en quelques heures. Hein. Là on est vraiment dans... c'est pas immédiat mais presque. Et cette phase-là, elle est centrée autour du lymphocyte T, et pas n'importe quel lymphocyte T, le lymphocyte TH2, il faut le savoir. Ce lymphocyte TH2 va sécréter des interleukines que je vous ai remis ici. Alors il y a l'interleukine 31 qu'on connaît bien maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment avec le lokivetmab qui est un inhibiteur des d'IL-31, qui est un anticorps anti-IL-31, pardon. Et puis vous en avez d'autres, il n'y a pas que l'IL-31 qui joue dans cette phase aiguë. Les interleukines sont des cytokines, Justine vous l'a rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que des cytokines? C'est des protéines qui servent de message entre les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires communiquent en s'envoyant des cytokines les unes aux autres. Et interleukines, ça fait partie des cytokines, il n'y a pas que des interleukines, mais quand même. Interleukine, c'est interleuc pour leucocyte. Donc c'est des messages entre les leucocytes. Et donc vous voyez ces interleukines qui sont sécrétées pour cette phase aiguë. Et puis assez rapidement, là encore, quelques heures encore plus tard, on va passer à une phase dite chronique dans laquelle on a principalement le lymphocyte TH1 qui est impliqué dans notre pathogénie. Et ce ne sont pas les mêmes cytokines qui sont sécrétées principalement dans cette phase-là. Il faut savoir que dans cette phase ici, les interleukines qui sont sécrétées vont avoir une action sur les kératinocytes en stimulant leur multiplication et du coup, ça va avoir un effet d'épaississement cutané. Donc quand vous êtes face à un animal qui cliniquement présente de la lichenification, vous savez que vous êtes plutôt dans cette phase-là de dermatite atopique avec des interleukines qui sont donc différentes de celles qui sont sécrétées en phase aiguë. Vous êtes toujours avec moi? Ensuite, il faut avoir en tête qu'on a un phénomène de cascade immunologique, c'est-à-dire que là, en gros, à T0, on est déjà à 6 heures ici, mais à 0 heure, vous avez le stimulus qui est appliqué sur la peau, et puis vous avez des cytokines qui vont être produites par nos cellules immunitaires, et plus ça va, plus vous avancez dans votre pathogénie de la dermatite atopique, plus vous avez des cytokines qui sont produites. Donc en fait, le terme de cascade immunologique n'est pas tout à fait adapté. Il faudrait plutôt parler d'avalanche cytokinique. On a un petit élément déclencheur qui va entraîner la production de cytokines par des cellules inflammatoires, qui vont encore entraîner d'autres cellules inflammatoires avec de plus en plus de production de cytokines. Ce qui fait que nous, en tant que cliniciens, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que si on arrive là, quand ça démarre tout juste, avec nos traitements, on va avoir besoin seulement d'un tout petit traitement pour bloquer notre avalanche qui est débutante. Et ça va suffire, et ça va bloquer notre cascade et on sera content. Si on attend que la cascade se mette en place et puis qu'on ait cet effet boule de neige et puis jusqu'à l'avalanche qui va détruire tout le village qui est en bas,
Vous mettez votre petite barrière qui était efficace au tout début, vous la mettez à la fin, mais ça ne marche plus du tout. Donc, traiter, c'est bien. Traiter tôt, c'est encore mieux. Et si vous êtes allergique, d'ailleurs je vous ai parlé de dermatite atopique, mais il y a peut-être aussi des gens dans la salle qui ont de la rhinite allergique. Oui, encore plus fréquent. Vous devez savoir que si vous attendez que vous ayez votre crise qui s'installe, vous prenez votre antihistaminique, il ne va pas fonctionner. Si vous le prenez avant même que la crise démarre, c'est-à-dire dès que vous vous réveillez le matin par exemple, vous allez être tranquille avec votre comprimé pour toute la journée. Oui, un truc très classique ça. Quand on a compris ça, on vit mieux. En pratique, voici 2 exemples. Ce sont 2 petits chiens que j'ai vus en consultation il n'y a pas très longtemps. Les 2 sont atopiques. Les 2 se grattent les pattes. Bon, il se gratte tout lui. Enfin lui, il se gratte les pattes, vous voyez, il a une discoloration pilaire quadripodale. On ne voit pas la 4e patte, mais enfin c'est quadripodal. Il a une 4e patte ici. Il a une patte dans la patte, bon. Toujours est-il que ça fait 1 an et demi que ça dure, les 2. Mais ils évoluent pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même phénotype atopique. Génétiquement, il y en a un qui va en gros rester à son stade aigu, tout le temps. Il ne va pas évoluer. Pourquoi ? Comment ? Mais on n'en sait rien. C'est comme ça. Alors que lui, dès que ça démarre, dès le tout début de la crise, il va très rapidement en arriver là. Très vite. Selon vous, est-ce que lui, il a plutôt un profil TH2 ou est-ce qu'il a plutôt un profil TH1 ? Je vous le demande. Ceux qui n'ont pas écouté, qui ont dormi, que je ne regarde pas pour pas qu'ils ne sentent vexés, ont le droit de ne pas répondre les autres. Il est lichenifié, lui. Ouais, ça vous plaît pas les boules, ça leur plaît pas les boules. Ils veulent parler. Oui, c'est plutôt TH1, je suis d'accord avec vous. Et lui, du coup, ça a plutôt TH2. Les armes qu'on a besoin d'utiliser ici ne sont pas les mêmes que celles dont on peut se contenter là, en gros. Parce qu'on n'a pas la même quantité de cytokines à absorber, si vous voulez. Donc si je vous remets toutes les molécules dont nous disposons dans ce petit tableau que nous allons remplir ensemble, et qu'on essaye de choisir entre ces molécules-là en fonction des données dont nous disposons. Bon, je ne vais pas revenir sur ce schéma-là qui explique le mode d'action des inhibiteurs de Janus kinase. Simplement, je rajouterai à ce que Justine vous a dit tout à l'heure en préambule. Donc les inhibiteurs de Janus kinase sont donc des petites molécules qui sont capables de rentrer dans les cellules. Et donc ces récepteurs avec les Janus kinases à l'intérieur sont des portions intracellulaires. Vous voyez ici la membrane cellulaire qui est schématisée ici par ce double trait. Donc les Janus kinases sont des portions intracellulaires de ces récepteurs transmembranaires. Et pour que ça agisse à l'intérieur, il faut que les molécules soient toutes petites pour rentrer à l'intérieur. Ce qui n'est pas pareil que les anticorps monoclonaux, par exemple, qui sont des grosses molécules et qui, elles, restent à l'extérieur pour aller cibler directement l'interleukine. Avec nos inhibiteurs de Janus kinase, eh bien, on bloque le phénomène de transduction intracellulaire dont on a parlé tout à l'heure, et donc on n'a pas expression des cytokines qui devraient être normalement exprimées au cours de cette cascade immunitaire. Ça vous a été montré aussi tout à l'heure. Donc, en fonction des cytokines qui agissent, eh bien, ce ne sont pas les mêmes Janus kinases qui vont être recrutées en intracellulaire. Et donc, quand on utilise un inhibiteur de Janus kinase, on est moins sélectif évidemment qu'un anticorps monoclonal qui est spécifique de son interleukine. On va aller inhiber tout un groupe de cytokines. Donc c'est efficace sur le prurite, mais ça a aussi une conséquence, c'est que ça a des effets anti-inflammatoires potentiels en fonction de l'inhibiteur de Janus kinase que vous utilisez. Je vous ai remis ce tableau-là, là encore Justine vous en a parlé tout à l'heure. Vous avez donc nos interleukines qui interviennent plus fréquemment dans notre phase aiguë, donc plutôt TH2, et vous avez les interleukines qu'on va retrouver en phase chronique et leurs récepteurs correspondants. Et donc en fonction de l'inhibiteur de Janus kinase qu'on utilise, eh bien on va cibler plus ou moins nos interleukines de phase aiguë ou de phase chronique. Donc on va recruter plus ou moins de récepteurs. Ce que l'on sait, c'est que l'oclacitinib va avoir une affinité pour Janus kinase 1 et 2, l'ilunocitinib, Janus kinase 1, 2 et TIC2,
qui lui va être impliqué davantage en phase chronique. Et puis l'atinvicitinib, lui, est plus spécifique de Janus kinase 1. Je vous ai remis ici un schéma qui est un petit peu ancien parce qu'on n'avait pas les nouveaux inhibiteurs de Janus kinase encore dans la publication de 2023, mais qui résume les modes d'action des différentes molécules dont on dispose et puis les effets sur les cytokines en question. Donc vous voyez, les corticoïdes, ça inhibe à peu près tout. La cyclosporine est pas mal dans son genre aussi, hein. Effet anti-inflammatoire très marqué. L'oclacitinib, la voilà. Et puis le lokivetmab, très spécifique de son IL-31. Et donc si on devait placer l'ilunocitinib et l'atinvicitinib ici, eh bien on aurait l'atinvicitinib plus proche du lokivetmab et puis l'ilunocitinib entre l'oclacitinib et la cyclosporine. Juste pour vous rappeler le mode d'action de la cyclosporine c'est une molécule qui agit en intracellulaire aussi, qu'on appelle un inhibiteur de calcineurin. Et puis le lokivetmab, on l'a déjà redit, c'est un anticorps anti-IL-31. Donc on complète le tableau. On commençait à en parler, voici si je résume donc les effets anti-inflammatoires des différentes molécules, et vous voyez que le lokivetmab va avoir un effet anti-inflammatoire moindre par rapport à l'atinvicitinib, par rapport à l'oclacitinib, etc., etc. On ne peut pas dire que le lokivetmab ne soit pas anti-inflammatoire du tout, parce que des récepteurs à l'IL-31, il y en a certes sur les cellules nerveuses, on le sait, mais il y en a aussi ailleurs. Il y en a par exemple sur les kératinocytes. Donc quand vous utilisez un anti-IL-31, il va aussi y avoir un effet sur la multiplication des kératinocytes, etc. Donc vous le savez bien, si vous l'avez déjà utilisé cette molécule-là, on a des chiens qui présentent de l'érythème qui n'est pas négligeable et qui s'améliore avec le lokivetmab. Parce que c'est une boucle, parce que c'est un système qui s'auto-entretient. Donc on peut avoir un effet anti-inflammatoire quand même. Et cet effet anti-inflammatoire va donc jusqu'à la cyclosporine avec ses effets les plus marqués. Je n'ai même pas mis les corticoïdes, parce qu'on ne l'utilise plus, on est d'accord. Sauf en topique. Et sauf chez le chat. On en reparlera. Je suis sûre qu'on en reparlera. La vitesse d'action, le gros problème de la cyclosporine, outre ses troubles digestifs, ses effets secondaires digestifs, c'est sa lenteur d'action. La cyclosporine va mettre 1, 2, parfois 3 ou 4 semaines avant d'atteindre son efficacité maximale. Et donc, il faut être patient le temps que ça se mette en place. Avec les inhibiteurs des Janus kinase, on a un mode d'action qui est très rapide, avec une action en quelques heures. Et le lokivetmab peut mettre entre 1, 2, parfois 3 jours avant d'atteindre son efficacité. La fréquence d'administration, je vous ai remis ici, alors mensuelle pour les anticorps monoclonaux, tous les jours pour la cyclosporine, mais avec peut-être une recherche de dose minimale efficace qui peut se faire dans un deuxième temps et qui est parfois avantageuse. Et puis ici, nos inhibiteurs de Janus kinase, vous le savez, on est à 2 fois par jour pour l'oclacitinib les 14 premiers jours, puis ensuite 1 fois par jour, et on est à 1 fois par jour pour les 2 autres d'emblée. Je vous ai remis ici les doses. Heureusement, nous avons des tableaux qui nous aident beaucoup pour nous en sortir. Enfin, c'est aussi simple de calculer. Et les restrictions en termes de poids et d'âge, je vous les ai remises ici. Alors, les restrictions en termes de poids et d'âge, honnêtement, moi, je vous conseille de suivre quand même les recommandations officielles. Souvent, les restrictions en termes de poids sont liées au fait que soit ça n'a pas été étudié chez les tout-petits, soit parce qu'on a du mal à calculer les bonnes doses vu la taille des comprimés. Mais ça reste très sûr. Hein. Donc il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ça. Mais il y a des gens qui lisent les notices quand même. Faut se méfier. Donc quand je suis face à ce chien, je sais qu'il est atopique, puisque je me suis dit qu'il était atopique vu sa race, vu ses lésions, vu ses machins. Et je me demande si son phénotype est plutôt un phénotype atopique aigu, donc plutôt TH2, ou s'il a plutôt un phénotype chronique, parce que c'est ça qui nous permet de choisir le traitement le plus adapté. Alors on avait déjà cette proposition de répartition des traitements en fonction de l'intensité lésionnelle dans cette publication qui date de 2019. Ici on n'avait pas non plus les nouveaux inhibiteurs de Janus kinase. Mais vous voyez que les auteurs nous disent, voilà, quand on a de l'érythème qui est très intense, quand on a une cascade immunologique qui est déjà très active et qui a déjà explosé, eh bien, on va avoir tendance à utiliser les corticoïdes. Ce sont des Américains. Hein. Les Américains, ils sont détendus avec les corticoïdes globalement.
Et puis arrivent les inhibiteurs de Jadus kinase, en tout cas le l'oclacitinib ici. Et puis une fois que vous avez géré la crise, que vous avez calmé le jeu, eh bien vous pouvez essayer de mettre en place ce qu'on appelle un traitement proactif pour éviter que la dermatite atopique ne s'emballe à nouveau et donc pour éviter que la prochaine crise ne se déclare. Et donc là, les auteurs nous disent c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place la désensibilisation, l'immunothérapie. C'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser le lokivetimab. Et puis, nos autres molécules arrivent par effet miroir dans ce sens-là. Si on veut aujourd'hui être logique, eh bien on va placer notre ilunocitinib avec la cyclosporine, donc soit en phase réactive, très tôt dans notre phase réactive, ici même, puisqu'on a dit qu'il y a des effets anti-inflammatoires qui étaient plus prononcés que l'oclacitinib, donc plutôt ici, et puis ici, entre la cyclosporine, oui, au niveau de la cyclosporine, pour prévenir les crises aussi. Concrètement, je vous présente Whisky. On en a déjà parlé plusieurs fois de Whisky, je vous l'ai montré plusieurs fois tout au long de la présentation. Whisky est appelé Whisky, pas pour rien. C'est comme ça, son maître l'a choisi à propos. Et donc il est atopique, je vous le disais, depuis 1 an et demi. Et il a une échelle de prurite à 6/10, qui n'est pas si intense finalement. Ce chien a un phénotype effectivement chronique. Et un prurite pas si marqué, ça arrive, et il a déjà tout eu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez? Oui, une cytologie, c'est toujours bon comme réponse. Ça marche toujours. Oui, on va faire effectivement une cytologie. Et la cytologie nous montre quoi? Des neutrophiles, avec des images de phagocytose de bactéries, vous voyez ici. On a des bactéries libres là. Ici, on a un macrophage, on en a un autre ici. Ce qui prouve qu'on a une certaine chronicité, mais enfin, on s'en doutait un petit peu quand même. Vous savez que sur une inflammation cutanée, on a d'abord les neutrophiles qui sont recrutés. Et puis ensuite, on a les macrophages. Donc d'avoir des macrophages montre que ça dure déjà depuis un petit moment. Bon, ça pourrait être pire. Il aurait pu y avoir plus de macrophages vu l'état cutané. Donc on traite la surinfection, on est d'accord? Je vous en profite pour faire un petit focus sur les traitements des pyodermites bactériennes parce qu'on a ce consensus qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans la littérature. Alors c'est un consensus qui a été fait là encore par des équipes internationales. Et il faut le dire, il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui soient aussi restreints que nous dans les prescriptions d'antibiotiques. Donc nous faisons déjà énormément d'efforts pour limiter l'usage des antibiotiques et puis prescrire de façon raisonnée. Mais les Américains, par exemple, ils y vont largamanu sur les quinolones, sur ce que vous voulez. Donc ils enfoncent un peu des portes ouvertes pour nous, Français. Mais enfin, il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent de cet article et dont je voulais vous parler. Notamment cette cytologie. Honnêtement, si vous ne faites pas de cytologie, vous ne pouvez pas vous en sortir sur vos cas de dermato. C'est impossible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les armes, toutes les molécules, les plus puissantes soient-elles, les plus neuves, les plus récentes. Si vous ne faites pas de cyto, on ne peut pas s'en sortir. Et il faut effectivement être capable non seulement de diagnostiquer une pyodermite bactérienne, mais de la suivre dans son évolution. Et donc cet article nous dit, oui, on diagnostique une pyodermite bactérienne au microscope quand on voit des images de phagocytose de bactéries par des neutrophiles. Ça, c'est une définition très classique que l'on sait. Mais on peut aussi accepter le terme de pyodermite bactérienne et donc le traitement qui va avec quand on a d'autres critères cytologiques. Le fait qu'on ait de nombreuses bactéries libres, des bactéries tout court d'ailleurs, sans cellules inflammatoires, ça c'est ce qu'on appelle un BOG, vous savez, un Bacterial Overgrowth Syndrome, c'est un syndrome de prolifération bactérienne. Et aussi l'article nous dit, enfin, ça c'est des trucs qu'on faisait déjà en pratique, mais enfin on nous le dit, qu'on peut aussi parler de pyodermite bactérienne quand on a des bactéries libres et des filaments de chromatine. Les filaments de chromatine, vous savez, c'est ça là, ça. Vous voyez, cette espèce de filament qu'on voit là, on se dit tiens c'est des débris, c'est du coton, c'est quoi? En fait c'est de la chromatine et il faut savoir que les neutrophiles sont capables de plein de choses. Ce sont des cellules sont des granulocytes, les neutrophiles, donc ils sont capables de dégranuler, d'accord? Ils sont capables de phagocyter nos éléments figurés qui nous intéressent, ici un bacille par exemple, et ils sont aussi capables d'un phénomène qu'on appelle la nétose. La nétose, ça veut dire net, N-E-T-ose. Net, ça veut dire neutrophile extracellular trap, ça veut dire piège extracellulaire des neutrophiles. C'est-à-dire que les neutrophiles ont la capacité d'émettre de la chromatine en extracellulaire pour aller attraper les bactéries, les ramener et les phagocyter. C'est chouette, hein?
Donc il y a des cytos où on voit donc des images de phagocytose, c'est joli, de l'anétose ici, donc quand vous suivez vos filaments, là, vous revenez toujours à un noyau, hein, à un moment donné. Hein. Et puis vous avez des cytos où on ne voit plus que ça. Et bien même ça, on peut se dire, bah oui, c'est une pyodermite bactérienne, et donc il faut traiter comme une pyodermite bactérienne, avec un traitement antibiotique, si c'est nécessaire. Donc ça nous simplifie un petit peu l'interprétation de nos cytologies, parce qu'avant on disait, oui, il y a des neutrophiles intacts, et puis il y a des neutrophiles qui sont dégénérés. Ça ne veut rien dire en fait. C'est de la nétose. Alors effectivement, les puristes vont me dire, non mais attends, il y a deux types de nétose, c'est vrai. Il y a de la nétose vitale, donc ça c'est ce que je viens de vous raconter, donc c'est les filaments de chromatine qui vont aller chercher les bactéries, les ramener, les phagocyter. Et puis vous avez de la nétose suicidaire, qui effectivement qui peuvent se rapprocher de ce qu'on appelle des neutrophiles dégénérés. Bon, ok. Mais enfin, ce terme de dégénéré n'a pas tellement de sens ni clinique, ni microscopique, ni rien du tout. Donc ce diagnostic est cytologique. Et puis on pourrait se dire, bah, les plus réfractaires d'entre vous pourraient dire, bah non mais moi ça m'est égal, je fais des antibiogrammes et donc ça me suffit et puis voilà. Effectivement, un antibiogramme c'est très utile parce que ça nous sert à choisir notre antibiothérapie ciblée de la façon la plus appropriée possible, mais ça peut aussi nous tromper parce que votre antibiogramme va mettre en évidence aussi les bactéries qui ne sont pas forcément pathogènes et qui sont là dans l'environnement. Et vous pouvez avoir des antibiogrammes qui mettent en évidence, par exemple, des bacilles de l'environnement qui n'ont pas d'impact clinique et qui vont vous forcer à aller chercher des antibiotiques rares ou des antibiotiques critiques notamment. Donc il faut d'abord se fier à la cytologie. Donc, par exemple, si vous avez une image de phagocytose de coque à la cyto et que vous avez un antibiogramme qui revient avec des bacilles, bah, il ne faut pas suivre l'antibiogramme. Vous voyez ? Ça fait partie de ces situations où parfois on a des référés pour pyodermite bactérienne qui ne répondent plus à rien, mais en fait il y a une vraie incohérence entre la cytologie et la culture bactérienne. Il faut ignorer la culture en fait, hein, ça arrive. Enfin dans cet article-là, ils nous disent qu'il faut faire des antibiogrammes à tous les coups, avec la cyto, pour les raisons dont je viens de parler, mais qu'il faut faire des antibiogrammes à tous les coups. Alors en termes de coûts, il faut quand même pouvoir assumer, hein, faire des antibiogrammes systématiquement sur toutes les pyodermites bactériennes. Et donc l'article nous dit, oui, mais on va faire surtout des antibiogrammes quand on a besoin de traitements antibiotiques systémiques, et il nous encourage ici à faire le moins de traitements antibiotiques possible, donc c'est logique. Autre petit truc de l'article, je vous ai remis ici les antibiotiques de première ligne qu'on nous autorise à utiliser, mais déjà nous, c'est ce qu'on suit comme recommandation. Des antibiotiques de deuxième ligne, pour nous, qui est basé sur les résultats de l'antibiogramme. Donc nous, on va avoir céphophécine et quinolone, et eux, ils nous rajoutent tétracycline et sulfamide potentialisé. Et puis, ils nous disent aussi, attention, même quand vous utilisez ces molécules-là, il faut taper fort. Et notamment les quinolones, donc la marbofloxacine par exemple, on a souvent l'habitude de l'utiliser à 2 mg par kilo par jour. Ils nous disent attention, il faut aller jusqu'à la dose maximale qui est de 5,5. Bing. Donc un chien de 50 kg avec sa pyodermite multirésistante, c'est important de prendre en compte ces infections bactériennes, c'est pour ça que je passe du temps dessus, parce qu'on sait très bien que la flore microbienne évolue avec les poussées de dermatite atopique. On le sait très bien, ça a été montré, et ici vous avez des courbes de diversité microbienne sur c'est pas des chiens, c'est des enfants atopiques, bon, c'est pareil, ils sont atopiques pareil, non c'est pas pareil, enfin ils sont atopiques, et donc vous voyez que en fait, quand on a des crises de dermatite atopique, la proportion quand on a des crises de dermatite atopique, on a une proportion de staph qui diminue. C'est-à-dire qu'on a moins de variété de bactéries à la surface de la peau, on a plus de bactéries et moins de variété, et ça crée l'infection. On revient à notre whisky ? Ça vous donne envie d'aller prendre l'apéro, non ? On sait qu'on a une infection bactérienne. Est-ce qu'on utilise des antibiotiques ? Est-ce qu'on utilise un inhibiteur de Janus kinase, un antiprurigineux, l'ilunocitinib, puisqu'on est là pour en parler, ou un autre? Et puis combien de temps? Parce qu'au-delà de se poser la question de quelle molécule on utilise, il faut savoir avec quoi on l'utilise et combien de temps. C'est presque la question la plus importante sur ces trois-là. Notre objectif ici, c'est de nettoyer la peau. On veut se débarrasser de cette infection bactérienne parce que si on ne s'en débarrasse pas,
on n'arrivera pas à contrôler notre dermatite atopique, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'arme qu'on va utiliser. Donc on veut nettoyer la peau et pour ça, on va traiter nos infections. Donc là, je vous ai parlé beaucoup des bactéries, mais enfin on aurait pu aussi parler des dermatites à Malassezia. Et puis on va exclure tout ce qui est parasitaire, non seulement parce qu'on a toujours un risque que ce soit de la gale, là moins quand même, mais enfin on a toujours ce questionnement quand même en tête, et puis parce qu'on veut exclure les parasites, les puces, en tant que facteur de poussée allergique, de facteur de poussée atopique. Je vous montre ce que j'ai fait. Je vous ai mis carrément mon ordonnance, donc on ne peut pas dire que j'ai menti. J'ai mis sous antibiotiques pendant 1 mois. Moi, je fais des traitements d'1 mois. On pourrait faire 3 semaines, on pourrait faire 2 semaines, on peut faire ce que vous voulez, tant qu'on fait une visite de contrôle. J'utilise des shampoings qui associent chlorhexidine et miconazole. J'utilise systématiquement un spray émollient après chaque shampoing à la chlorhexidine parce que la chlorhexidine est asséchant. Et qu'on a déjà une peau sèche quand on est atopique, donc on ne va pas en rajouter. Donc on utilise de la chlorhexidine, c'est bien parce que ça décape les bactéries, mais ça décape la peau qui va avec. Donc on va mettre systématiquement un spray hydratant après. Il avait une otite, mais alors je ne vous parle pas des otites, non, parce que alors sinon on n'est pas couché. Enfin, j'ai géré l'otite aussi. Et je l'ai mis sous l'inocitinib, et j'ai mis pour 1 mois. Et j'ai bien sûr traité avec un antiparasitaire. Ce que je veux ici, c'est donc, lorsque je suis en phase de poussée importante, je veux casser ma crise. Donc je vais taper fort, antiparasitaire toujours, gestion des surinfections. Et l'antiprurigineux est une option finalement. Ici, j'ai décidé de le faire parce que ça faisait 1 an et demi que ça durait. Parce que le chien m'a fait de la peine, franchement. Et parce que j'imaginais que comme il a son profil phénotypique fait qu'il évolue très rapidement vers ce genre de profil, vers cette clinification très intense, eh bien, je n'imagine pas que ce chien, je puisse me passer d'un traitement de fond en permanence. Donc je mets mon traitement de fond en permanence et puis c'est tout, dès le départ, pour l'aider. Et au bout d'1 mois, voilà, c'est mieux. Je vous jure que c'est vrai. 1 mois. C'est chouette quand même. Franchement, j'étais contente. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une cyto, effectivement. Alors, on l'a fait où ? On ne sait plus très bien. On va chercher quand même les lésions qui nous restent. Ma photo n'est pas très jolie, excusez-moi, elle est en contre-jour. Mais on a quand même des lésions qui sont encore actives au niveau notamment de la pointe des jarrets. Et effectivement, quand on fait une cyto sur cette zone-là, eh bien, elle révèle toujours une présence d'une surinfection bactérienne. Alors nettement moins. Donc on a notre nétose ici, toujours là, vous voyez, avec le noyau de nos neutrophiles, avec notre chromatine qui part. Là aussi, on la voit bien, c'est joli. J'aime bien cette histoire. Et puis on a des noyaux intacts de neutrophiles qui sont partout. On n'a plus d'image de phagocytose en fait. On a des bactéries libres qui nous restent vraiment pas beaucoup. On va prolonger le traitement antibiotique. Et on le prolonge avec les soins locaux. Entre-temps, je ne vous en ai pas parlé, mais la au niveau des oreilles, ça allait nettement mieux aussi. Et donc, on maintient les shampoings, par précaution, j'ai toujours peur. Je maintiens toujours des shampoings. Les nettoyages auriculaires. On maintient l'ilunocitinib, bien sûr le traitement antiparasitaire, parce que c'est comme ça. Oui. L'erreur ici, c'est d'arrêter le traitement antibiotique parce qu'on s'est dit c'est génial, c'est gagné. Et si on n'a pas la cyto, on ne peut pas décider. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de désensibilisation éventuelle, de la réalisation de nos tests si on veut les faire, donc soit d'intradermoréaction, soit de sérologie, et puis qu'on va essayer de contrôler toujours les facteurs de poussée pour éviter toujours qu'on ait nos parasites qui viennent nous embêter. Donc on est ici et on veut éviter que ça revienne. Donc pour éviter que ça revienne, ça dépend d'où on est parti. Soit on est parti de très haut et on décide de maintenir un traitement de fond en permanence, soit on est parti de pas si haut que ça, et on peut se dire que peut-être avec des shampoings réguliers, avec des corticoïdes topiques proactifs, on peut s'en sortir. C'est vraiment individuel et c'est au cas par cas. Ici, dès le départ, dès ma première consultation, je sais que j'ai un phénotype plutôt TH1, je vais garder un traitement de fond. Donc je vais prendre un traitement avec des effets anti-inflammatoires le plus marqués possible, et puis avec un traitement de fond que je vais maintenir en permanence. D'autres exemples qu'on a depuis quelques semaines dont nous disposons de la molécule, donc ça c'est des chiens qui sont traités sous ilunocitinib. Donc ce petit chien dont je me suis servi comme d'exemple depuis le début, là vous le voyez un petit peu plus avec une photo un petit peu plus large, avec une atteinte des plis, vous voyez des plis des tarses, plis des coudes, de toute la face ventrale du corps. Et ça c'est après 1 mois de traitement, pareil, ilunocitinib et antibiotiques. Je le revois la semaine prochaine, malheureusement, j'ai pas les photos dessus tout de suite. Un autre petit cas, avant-après, bisous, pas bisous. Il y en a qui embrassent ça déjà, il y en a que ça gêne pas. Et alors ce que je trouvais chouette, mais j'ai pas réussi à bien le mettre en évidence, c'est qu'il avait un score corporel très faible et il a repris du poids aussi très vite.
Je dis souvent ça aux gens, je dis, mais vous savez, quand on est mal dans sa peau, c'est au sens propre comme au sens figuré. Ah oui, c'est vrai. Les gens sont très contents quand je dis ça. Et moi aussi. Enfin, tout le monde est content. Puis après, ils payent. Bon, tout le monde est content. Vers quoi on va ? On a dit qu'on se posait la question de si on était atopique ou pas. Quel est notre phénotype ? C'est hyper important pour choisir notre molécule, vous l'avez compris. Et l'avenir est probablement de savoir, quand on est face à un animal, quel est son endotype. Donc on a parlé du génotype, donc c'est notre profil génétique. On a parlé de phénotype, c'est l'expression génétique, physique de notre génétique. Et l'endotype, c'est le profil immunologique de chacun. Tout le monde n'a pas le même profil immunologique. Donc je vous remets ce schéma-là. Ici, vous voyez qu'il y avait énormément d'IL-31 dans le début de notre cascade immunologique. Mais il y a des chiens, c'est pas ça. Il y a des chiens, ils n'ont pas beaucoup d'IL-31. C'est comme ça. Il y a des chiens qui ont que IL-31. Il y a des chiens qui ont que IL-13 ou qui ont beaucoup plus d'IL-13 que d'autres, etc., etc. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Alors, il y a des études qui commencent à sortir en médecine humaine où, effectivement, on prélève des êtres humains atopiques et puis on sait qu'on a plus de telle ou telle cytokine dans la peau qu'on prélève. Alors, ça nous permet de faire de la thérapie hyper ciblée. On n'en est pas là encore chez le chien. Donc, quel est l'endotype de l'animal qui nous est présenté en consultation ? Ce sera probablement l'avenir et probablement les questions auxquelles on devra répondre. Donc, notre prescription, elle doit se faire en 2 phases. On a une phase réactive qui est le traitement de la crise et ensuite seulement la phase proactive que l'on va mettre en place. Si on fait tout en même temps, à mon avis, on va vers l'échec. On a trop de choses à dire en phase réactive pour parler dès le départ de la recherche étiologique, de la désensibilisation, etc. Moi, je ne le fais jamais en première ligne, sauf si les gens sont demandeurs et qu'ils viennent pour la désensibilisation. Alors, je vais leur en parler puisque je réponds à leurs attentes, mais je vais de moi-même plutôt attendre les visites de suivi pour que je puisse en parler et que j'ai la place, si vous voulez, pour en parler. Donc, en conclusion, oui, les inhibiteurs de cytokines, des Janus kinases sont des armes de choix. Ça enrichit notre arsenal thérapeutique d'une façon formidable. Ça ne nous empêche pas d'observer, de comprendre les lésions pour choisir la molécule qui sera la plus à même de nous aider. Et il faut s'adapter aux attentes des propriétaires. Si vous avez des propriétaires qui veulent du résultat rapide et puis peu importe comment ça marche et peu importe le pourquoi du comment, et ben soit on va taper fort dès le départ et puis c'est tout. Si vous avez des propriétaires qui veulent économiser les médicaments le plus possible, c'est quand même très souvent le cas, et ben on va leur expliquer davantage de choses, on va peut-être aller plus loin dans la gestion de l'étiologie. On va viser une qualité de vie satisfaisante pour les animaux comme pour les maîtres et aussi éviter les surinfections. D'un point de vue médical, notre objectif principal, en tout cas c'est le mien, c'est d'éviter les récidives infectieuses. Parce que plus il va y avoir de récidives infectieuses, plus ça va être compliqué de traiter. Et le bout de la difficulté, c'est d'être face à des pyodermites bactériennes qui sont multirésistantes. C'est ça que je veux éviter à tout prix, avant même la qualité de vie, etc. Ce que je veux, c'est contrôler les surinfections. C'est notre priorité numéro 1. La cytologie encore et toujours, mais je pense que ça, c'est bon. Si vous ne savez pas, il faut le faire. Faut essayer, il n'y a pas de raison, c'est pas très dur, il faut juste, comme tout, il faut le faire. Et ne jamais oublier nos antiparasitaires. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, je vous remercie de votre attention.